Et il est 14 heures et on va pouvoir commencer. Bonjour et bienvenue à ce nouveau café de la Banque des Territoires qui est dédié aujourd'hui au temps fort commercial de ce second semestre 2023 autour d'un enjeu vital qui est celui de l'eau. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au mois d'août dernier, les arrêtés de restriction d'eau ont concerné la plupart des départements français. C'est une première et certes de façon plus ou moins contraignante, mais on le sait aujourd'hui, cette préoccupation est désormais la responsabilité de tous les citoyens. Elle est de longue date celle de nos clients, des collectivités locales ou les syndicats de gestion des eaux et autres. La Banque des territoires est en pointe sur le financement des travaux d'infrastructure et d'alimentation comme de retraitement. Cependant, nous sommes en situation d'urgence. Le gouvernement l'a réaffirmé, c'était en mars dernier avec son plan eau. Un véritable coup d'accélérateur doit être mis sur les projets qui permettent de mieux gérer cette ressource et la Banque des territoires se doit d'accompagner encore mieux ses clients dans cette démarche. Voilà pourquoi l'eau est d'une part l'un des points phares de notre nouvelle stratégie et d'autre part a été mise au centre de ce temps fort commercial. Le but de notre café, ça va être de mieux cerner les problématiques liées à l'eau pour nos clients, de découvrir ensemble aussi les partenariats, les outils, les produits qui ont été mis en place par la Banque des territoires pour y répondre, et puis surtout de mettre à votre disposition les ressources qui peuvent vous être utiles dans votre activité au quotidien. Pour cela, on a deux invités avec nous que j'accueille tout de suite. Blandine Galcio-Godino, directrice écosystème et innovation de la Banque des territoires. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, bonjour à Et, tous. et nous sommes aussi avec Elodie Freefield qui est directrice territoriale à la direction régionale Bretagne. Bonjour Elodie. Bonjour. Comme à chaque fois, si vous rejoignez ce café, n'oubliez pas que vous pouvez participer. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de ce rendez-vous. Donc, vous posez vos questions dans le chat. On suit, on essaie d'y répondre au fur et à mesure. Si voilà, elles s'inscrivent dans le déroulé de notre entretien. Mais il y a de toute façon, à la fin de ce rendez-vous, un temps de questions et de réponses qui est prévu. Par ailleurs, je vous rappelle que vous retrouverez à la fois la présentation qu'on va vous proposer, puis tous les liens utiles dans le replay de ce café sur la plateforme C'est Fort de Café. À la fin de ce rendez-vous, vous devriez normalement être équipé, mais n'hésitez pas, posez vos questions. Ça permet aussi voilà, d'ouvrir sur des sujets qui peuvent intéresser beaucoup de gens qui suivent également ce rendez-vous. Blandine, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse déjà un point sur cette raréfaction de la ressource de l'eau. On dit effectivement que la ressource se raréfie. Plus précisément, à quelle équation devons-nous faire face aujourd'hui? Oui, alors tout à fait. Alors effectivement, sur ce sujet de l'eau, on peut distinguer de façon schématique trois grands enjeux qui sont indiqués ici. Donc un enjeu sur la ressource, un enjeu par rapport au réseau, les réseaux d'eau, et puis un enjeu par rapport aux usages. Alors s'agissant de la ressource, c'est ce que vous avez indiqué, Héloïse. Effectivement, on est dans une situation, alors qui malheureusement n'est plus une situation exceptionnelle, mais qui a été beaucoup mise en lumière par les médias en 2022, un petit peu moins en 2023. Néanmoins, on est toujours dans une situation de crise sur le sujet de l'eau. Il y a encore des collectivités à l'heure actuelle, en ce moment même, qui n'ont pas qui sont en pénurie d'eau et donc qui sont livrées par camion-citerne dans certaines collectivités. Et donc, on a un sujet de manque de pluie, notamment. Tous les mois sont déficitaires en pluie depuis août 2021 jusque maintenant. Et en plus, avec des pluies qui finalement interviennent plutôt au printemps et moins à l'automne. Et donc, ils vont moins recharger les fameuses nappes phréatiques, qui sont nos réservoirs naturels d'eau, et qui ont en fait des niveaux qui sont très bas. Assez régulièrement en 2022 et puis également en 2023. Donc, on n'arrive pas à, voilà, à alimenter suffisamment ces réservoirs naturels. Donc, on a un problème de quantité et la mauvaise nouvelle, c'est qu'on a aussi un problème de qualité. Parce que moins il y a d'eau, moins la qualité de l'eau est bonne. Il faut le savoir aussi. Il y a un certain nombre de polluants, notamment des polluants dits éternels qui sont en permanence dans l'eau. Basiquement, quand ils sont moins dilués, et bien du coup, l'eau est de moins bonne qualité. Donc, on a un problème de quantité, on a un problème de qualité et on a un problème de réseau. Donc, à la fois ressources et aussi réseau.
Sur les réseaux, donc on a vraiment une vétusté en fait du réseau, des réseaux d'eau dans les territoires, qui rend cette eau, eh bien, on dit que les réseaux sont fuyards, donc en fait l'eau finalement n'arrive pas jusqu'au logement, jusqu'aux habitations, voilà, à l'usager final. On dit qu'il y a 1 litre d'eau sur 5 qui est perdu en fait et qui sort du réseau à cause des fuites dans le réseau. Et à cela, en fait, se rajoute un sujet de mauvaise connaissance du patrimoine, puisque globalement, il y a à peu près la moitié seulement des réseaux qui sont cartographiés. Et quand on dit cartographié, c'est même pas dématérialisé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de réseaux qui sont uniquement connus sur des plans papier, quand ce n'est pas la personne dans le village qui sait où passe le réseau. Donc voilà, on a une connaissance quand même qui est très insuffisante de l'ensemble des réseaux. Et enfin, sur le sujet usage, il y a une forte pression sur la ressource du fait de l'accroissement des usages, donc par évidemment la pression démographique bien sûr, mais aussi peut-être ce qui est moins connu par le fait que les activités humaines globalement consomment de plus en plus d'eau. Alors on pense directement à l'agriculture et donc on fait lien avec cette problématique de sécheresse et de chaleur très forte. Plus il fait chaud, plus il faut du coup arroser en fait les cultures. Donc, du coup, plus c'est consommateur d'eau. Mais en plus, peut-être c'est moins connu, en fait, tous les biens dont on peut faire l'acquisition, notamment, ça a été plus relayé dans la presse, les vêtements, la mode, en fait, est extrêmement consommateur d'eau. Donc, ce qu'on appelle l'eau plutôt cachée. Donc, voilà, donc, de plus en plus, on a besoin d'eau au-delà du seul sujet de l'alimentation et de l'agriculture. Donc, je ne vous reviendrai pas sur les chiffres que vous voyez là directement à l'écran, plutôt sur les grands constats. Au-delà, par rapport à ces enjeux-là, finalement, dans les territoires, le sujet n'est pas facile à appréhender. Sur le sujet de l'eau, en fait, il doit être appréhendé plutôt au niveau des bassins ou des sous-bassins. Par exemple, le bassin Adour-Garonne, le bassin Artois-Picardie, un certain nombre de bassins qui suivent globalement nos grands fleuves, nos grands cours d'eau. Et on voit bien que ce découpage-là ne suit pas du tout le découpage administratif classique français. Et donc, on a des collectivités qui sont un peu désemparées, on aura l'occasion de se le redire, mais désemparées par rapport à ce sujet, en plus dans un contexte de transition, de transfert de compétences. Les plus petites collectivités doivent, d'ici à 2026, en fait, effectuer un transfert de compétences vers les EPCI. Voilà, il y a tout ce sujet-là qui freine finalement l'action des collectivités et donc les investissements qui doivent être faits dans ce secteur. On a aussi des freins, hein. Il y a tout un tas de freins, en fait, vous le disiez, donc le morcellement de la gouvernance, la mauvaise connaissance du réseau. Il y a beaucoup de freins au-delà même de l'investissement qui se posent pour effectuer, mettre en œuvre ces projets de modernisation des réseaux. Tout à fait. Alors peut-être sur le parfait, sur le slide suivant. On a effectivement un sujet. Alors déjà, un premier sujet qu'il faut rappeler, c'est vraiment un sujet de compréhension globale de ce sujet de l'eau, qui n'est pas un sujet simple. Élodie y reviendra. Il y a un sujet de petit, mais également de grand cycle. En gros, on a l'habitude de dire de façon moins scientifique dans mon équipe que c'est très bien d'avoir des réseaux et des tuyaux, mais si on n'a rien à mettre dedans, en fait, ça ne sert à rien de rénover les tuyaux. Donc, c'est vraiment ça. C'est qu'en fait, au-delà des infrastructures, il faut s'intéresser à la ressource en tant que telle et bien comprendre ce sujet du grand cycle de l'eau et de comment, en fait, nous arrive cette ressource d'eau. Donc, il y a un sujet de bonne compréhension globale, notamment pour les collectivités, celles qui sont moins directement expertes de ces sujets, qui n'ont pas d'expertes en interne sur ces sujets. Donc, il y a un problème de compétences, du coup derrière également de formation. Et puis, bien sûr, alors de ressources en interne, de moyens à la fois humains et financiers pour traiter ces sujets. Et là, ce qu'on voit à l'écran, en fait, c'est des verbatims qu'on a récupérés en 2022. On est allé interroger un certain nombre de collectivités pour voilà, savoir quels étaient finalement les freins, les irritants qui les empêchaient de mettre en œuvre des projets sur le sujet de l'eau. Et on voit que c'est vraiment cette forme de complexité qui les empêche de passer à l'action et qui se rajoute en plus à une problématique qui est qu'elles ont du mal à identifier le bon interlocuteur pour répondre à leurs problématiques et savoir par quel acteur en fait elles doivent passer pour répondre à une problématique donnée.
On peut ajouter à ça que ce sont des travaux très invasifs qui durent très longtemps, donc politiquement, il peut y avoir des freins, même vis-à-vis des électeurs. Donc c'est vraiment un sujet, on voit, qui touche beaucoup, beaucoup d'aspects des Alors, c'est vrai que décisionnels. ouais, c'est un sujet, c'est vraiment un sujet très ingrat, effectivement, parce que là, la coupure du ruban, elle est très complexe. Et des travaux Ouais, qui, voilà, quand on refait les canalisations, souvent ça fait du bruit, ça sent mauvais, pardon, parce que l'eau potable, il y a l'eau potable, mais il y a aussi l'assainissement. ouais. Et du coup, ouais, c'est très, très ingrat pour les élus. C'est très coûteux. Et c'est très, très coûteux. Que prévoit le plan eau du gouvernement? J'en ai touché un mot en introduction, mais plus précisément. Alors, c'est vrai que ce plan eau était très attendu. Il est également, pour certains acteurs, décevant parce que n'allant pas assez loin sur ce sujet de l'eau. Néanmoins, il faut quand même rappeler qu'il est porté par le président de la République lui-même, donc à un niveau, voilà, le plus haut niveau, en tout cas côté État sur ce sujet. Donc on en voit les grands axes ici. Il y a un bilan après 6 mois de lancement qui a été fait et qui a été communiqué la semaine dernière. Je vous encourage à aller le lire. Et donc ces grands axes, c'est un premier axe qui est finalement celui qui est un peu chapeau quand même, hein, de l'ensemble du plan, qui est celui de la sobriété. Alors ça, on ne le dira jamais assez, toutes les solutions qu'on peut avoir, qu'on peut mettre en œuvre, ne remplaceront pas ce sujet de la sobriété. Donc le premier axe, c'est la sobriété, et la sobriété, c'est pour tous, c'est l'affaire de tous. Donc à la fois l'industrie, l'agriculture, l'administration, mais également bien sûr les citoyens. L'objectif, eh bien, c'est celui de diminuer notre consommation en eau de 10% d'ici à 2030. Si vous faites le lien avec ce que j'ai dit auparavant, malheureusement dans un contexte de réchauffement. Donc, globalement, c'est plus compliqué de diminuer sa consommation en eau. Et aussi, peut-être un autre point important, c'est de mieux suivre nos prélèvements en eau. C'est un sujet en fait qu'on maîtrise très peu. Il y a maintenant une obligation pour les plus gros prélèvements en eau qui est imposée, mais on a très peu, notamment de compteurs avec de la télétransmission sur ce sujet de l'eau. C'est vraiment ça qu'il faut qu'on suive. Le deuxième sujet, c'est le sujet de la disponibilité de la ressource, donc la sécurisation de l'approvisionnement en eau potable et la réduction des fuites, et également le fait de pouvoir davantage utiliser ce qu'on appelle des eaux non conventionnelles, donc passer par de la réutilisation des eaux usées, les eaux usées notamment ceux qui sortent suite à nos sanitaires. Donc, comment est-ce qu'on peut récupérer toute cette eau, récupérer l'eau de pluie, récupérer ce qu'on appelle également les eaux grises. Donc, voilà, récupérer toutes ces eaux non conventionnelles pour pouvoir bien les réinjecter dans le circuit pour certains usages, et également préserver les zones humides qui vont permettre une meilleure infiltration des eaux, une meilleure recharge de la nappe. Et le troisième point, il y a la quantité, mais il y a aussi l'importance de la qualité. Puisque ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a quand même une qualité de l'eau qui globalement se dégrade. Donc, il faut qu'on puisse avoir un certain nombre d'actions. Et là, un type d'action emblématique, c'est évidemment de faire évoluer les pratiques agricoles pour viser des pratiques agricoles avec des bas niveaux d'intrants qui vont permettre de moins polluer le sol et donc l'eau dans le sol et puis souterraine. Et enfin, le cinquième axe, c'est celui de la sécheresse et voilà, de vraiment sensibiliser notamment aux éco-gestes pour limiter la consommation en eau dans ces périodes de sécheresse. Et bien sûr, tout cela n'est pas possible sans du financement. C'est pour ça qu'on a un gros axe 4 qui est celui des moyens nécessaires pour atteindre ces ambitions, avec notamment bien sûr le pilier majeur en termes d'apport de financement sont les agences de l'eau. Donc là, il a été indiqué qu'il y aurait un apport supplémentaire de 475 millions d'euros par an via les agences de l'eau, mais également c'est là où est positionnée l'action de la Banque des Territoires en prêt et avec une offre d'accompagnement de bout en bout, dite Aquagir, que j'aurai l'occasion de détailler un petit peu plus tard. Oui, alors justement, on va voir comment la Banque des Territoires peut s'inscrire dans cet objectif. Effectivement, concrètement, quels sont ces modes d'intervention? C'est ce qu'on voit sur le slide suivant. Tout à fait. Alors, je dirais que Ouais. le mode d'intervention majeur pour la Banque des Territoires, c'est vraiment son intervention en prêt. Donc là, vous voyez les grands chiffres. Globalement, de 2019 à 2022, on a eu un petit peu moins d'1 milliard de prêts déployés. Notre objectif est de quasiment doubler en fait ce déploiement pour 2023, 2027, 2028. Donc voilà, d'être beaucoup plus ambitieux en termes de déploiement des prêts. C'est pour ça que ça implique un certain nombre d'actions. Alors, sur le sujet des prêts, vous me dites
Héloïse, parce que je ne vais pas être trop longue, mais sur le sujet des prêts, du coup, et ce sera reprécisé par Élodie, on couvre vraiment le champ large de l'ensemble des sujets liés à l'eau. Ensuite, on a le levier de l'investissement, qui est bien sûr beaucoup plus modeste que celui des prêts, mais qui est important aussi. On est à la fois en investissement dans des SEM ou ce qu'on appelle des jeunes pousses, donc des entreprises innovantes, comme par exemple la solution Aquasis. C'est une solution numérique qui va permettre d'aider à la décision avec un certain nombre de données, de data territoriales, donc d'aide à la décision pour à la fois les acteurs publics, les industriels, le monde agricole, pour mieux connaître justement cette fameuse ressource en eau. À cela s'ajoute l'ingénierie territoriale. Sur l'ingénierie territoriale, pareil, une belle ambition en termes d'augmentation d'enveloppe. Et alors sur le sujet de l'ingénierie, mais pareil, Élodie en parlera plus en détail, on a à la fois de l'ingénierie d'aide à la décision, par exemple sur l'appui à l'élaboration de schémas directeurs, mais également à l'appui à la structuration de gouvernance locale, et puis à la structuration de projets, donc de façon plus opérationnelle, et enfin l'appui à l'innovation, à la data. Et puis peut-être ce qui est moins connu, c'est le sujet de la consignation, et notamment de la consignation environnementale. C'est vraiment comment est-ce que on va, par exemple, sécuriser en fait par rapport à des installations qui sont classées pour la protection de l'environnement, sur par exemple des usines de traitement des boues qui sont issues de stations d'épuration. Eh bien, comment est-ce qu'on va sécuriser des fonds en cas de problème, comme par exemple en cas de pollution des eaux. Et donc, c'est des fonds qui vont être spécifiquement dédiés à cette action de dépollution en fait des eaux. On a une question de Bertrand qui dit, Blandine, pourquoi un objectif si bas sur les investissements? Alors, je ne sais pas si c'est un objectif qui est bas. Alors, en l'occurrence, non, mais c'est une très bonne question. Le côté investissement, le sujet n'est pas forcément très simple en termes de prise de participation. J'aurai l'occasion de le redire par la suite, mais c'est quand même un secteur qui est majoritairement dominé par trois gros opérateurs que sont Suez, Veolia et Lassor. Qui sont donc extrêmement présents sur tous les montages dans les territoires. Donc, il faut trouver la place de la banque de territoire dans ces montages, plutôt donc côté collectivité. Et puis, il y a le sujet des jeunes pousses, effectivement, où là, on a quand même pas mal de leads déjà sur ce volet-là. Mais globalement, voilà, c'est une modalité qui n'est pas simple sur ce marché en particulier, mais qui est bien adressée par nos directions d'investissement. Oui, donc c'est ce que proposait Bertrand. Il disait absence de modèle. Alors effectivement, c'est peut-être un voilà. Oui, l'absence de modèle. Alors très juste, Bertrand, pardon. J'avais pas vu que c'était le Bertrand que je connais particulièrement. Et donc effectivement, c'est pour ça que je me permets le Bertrand. Effectivement, il y a un gros sujet de modèle éco sur le sujet de l'eau, qui est ce fameux principe de l'eau paye l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, les projets finalement sont payés via les redevances qui sont prélevées au niveau des usagers de l'eau. Et donc, ce qui permet en fait des modèles économiques très, enfin, sont peu développés finalement sur ce sujet-là, et donc qui limitent notre capacité en fait à investir dans ces projets. Et peut-être, mais Élodie complétera aussi là-dessus, mais sur le sujet des prêts, c'est pas non plus c'est pas non plus très simple de pouvoir amener les collectivités à contractualiser des prêts avec un taux d'endettement qu'elles souhaitent le plus faible possible, et sur des sujets, on l'a dit, sur lesquels les élus sont quand même, pour beaucoup d'entre eux, moins sensibilisés que sur d'autres, avec des projets qui prennent énormément de temps à être mis en œuvre, et puis qui vont finalement, un point aussi important, c'est que on a toujours estimé que une bonne santé, un principe de bonne santé financière d'une collectivité, c'était justement plutôt de ne pas faire payer cher cette eau. Et donc, de fait, on ne veut pas renchérir le coût de l'eau, et donc on ne veut surtout pas, on veut investir en fait le plus faiblement possible pour ne pas augmenter ce coût de l'eau. Donc voilà, il y a des choses qui sont mises en place là-dessus, mais en tout cas, c'est vraiment tout un système qu'il faut faire évoluer. Justement, on va voir en quoi l'offre de la Banque des Territoires répond à ces problématiques d'investissement, en tout cas, est adaptée sur mesure à ces problématiques de l'eau. Avec vous, Élodie, je vous propose de continuer. Élodie Freyfield, au plus près du terrain. On va parler effectivement de ce problème d'accompagnement. Voilà, bien en amont de l'investissement qu'on va développer par la suite. Comment est-ce que vous entendez le rôle de la Banque des Territoires par rapport à cet accompagnement global des acteurs de l'eau?
Alors, ce qu'on peut dire effectivement sur ce sujet-là, on l'a bien tous en tête, les investissements à réaliser par les collectivités, ils sont vraiment très importants. Donc effectivement, de bout en bout de la chaîne, il faut, accompagner les collectivités et donc avec effectivement des moyens qui sont, à la fois, importants et structurés, j'ai envie de dire. Alors peut-être juste 2 chiffres pour rapporter pour illustrer en fait l'urgence à laquelle doivent faire face les collectivités. À l'été 2022, alors pas 2023, mais je remonte une année en arrière, 2022, en fait, ce sont près d'une centaine de communes qui ont été tout simplement privées d'eau potable au robinet. Et ce sont plus de 1000 communes qui ont été dans l'obligation de mettre en place des mesures d'urgence pour approvisionner en eau les populations de leur commune. Donc là, je pense que voilà, on a vraiment des chiffres qui illustrent l'importance, la nécessité de sécuriser l'approvisionnement en eau, et ça a été dit tout à l'heure par Blandine, à la fois en quantité et en qualité. Donc là, vous voyez bien au travers de nos propos qu'on parle beaucoup de collectivités locales, parce qu'effectivement, elles sont en première ligne sur ces sujets autour de l'eau. Alors sur cette diapo, là, vous voyez, elle est divisée en petits cycles de l'eau et grands cycles de l'eau. Donc juste peut-être pour rappeler, hein, le grand cycle de l'eau, c'est plutôt le cycle côté naturel de l'eau avec les précipitations, le ruissellement, l'infiltration dans les terres, le retour à l'océan et l'évaporation et ainsi de suite. Et puis il y a le petit cycle de l'eau. Donc le petit cycle de l'eau, c'est plutôt le cycle domestique qui est artificiel, travaillé par l'homme pour répondre aux besoins. Donc là, on trouve le captage, la potabilisation, le stockage, la distribution, le traitement, et puis bien évidemment, derrière, le retour au milieu naturel. On parle beaucoup des collectivités locales et ça va faire le lien avec la question de Bertrand tout à l'heure. Effectivement, les collectivités locales sont au centre de ces problématiques autour de l'eau. Alors pourquoi? Parce que d'abord, c'est un service public. Enfin, l'accès à l'eau et l'assainissement, c'est un service public. Donc là, ça place l'élu au centre du sujet. Ensuite, quand on pense eau, assainissement, on pense population et donc aménagement du territoire. Là, encore une fois, c'est la puissance publique qui est au centre. Et puis quand on regarde le grand cycle de l'eau, on est plutôt sur des investissements qui ont vocation, alors entre parenthèses, à préserver notre planète, c'est-à-dire des travaux d'intérêt général pour maintenir un ruisseau dans son lit ou de la remise en biodiversité. Et là, on voit bien qu'il n'y a pas de modèle économique, il n'y a pas de retour sur investissement. Et donc Mm. là encore, c'est la collectivité locale qui est au centre. Et c'est vrai que les entreprises privées, en fait, on les trouve plutôt sur l'exploitation, mais pas sur le portage de l'investissement, le portage de l'investissement dans le temps. Alors oui, nous, Banque des Territoires, on est là pour accompagner les collectivités locales avec effectivement ça a été construit de la sorte, un continuum d'offres qui démarre en fait avec de l'ingénierie, qui se poursuit par du financement. Et puis, Blandine vous parlera également d'autres choses par la suite. Alors peut-être pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que l'ingénierie, qu'est-ce que ça veut dire, parce que notre métier en tant que banque des territoires, c'est de financer. Et en fait, on s'est rendu compte que les élus avaient parfois des difficultés à prendre des décisions parce qu'en fait, voilà, ils n'arrivaient pas à circonscrire le projet, la réflexion, et qu'ils avaient besoin d'ingénierie en amont. Donc, en fait, l'ingénierie, c'est quoi? C'est effectivement un outil d'aide à la décision de l'élu pour que, voilà, il décide de s'engager dans les travaux. C'est un outil d'aide à la structuration de projet. Et très concrètement, c'est quoi? C'est la Banque des Territoires propose aux élus qui en ont besoin de mettre à disposition de l'expertise, des sachants pour justement conseiller et orienter les élus. Donc très concrètement, cette ingénierie, en fait, elle peut prendre deux leviers, enfin deux formes. Une prise en charge à 100%, où là, c'est la Banque des Territoires
qui porte le coût d'une étude qui sera diligentée par un cabinet expert compétent en la matière, ou alors on apporte un cofinancement à une collectivité si voilà, il y a un besoin d'études qui est un petit peu qui est plus conséquent. Donc, on va avancer sur l'offre de prêt de la Banque des Territoires telle qu'elle a été adaptée. Je pense qu'on peut revenir Oui, au slide d'avant, s'il te plaît, Pierre-Louis. oui. J'en profite pour une petite question de Saba qui demande dans l'accompagnement en ingénierie, est-il possible d'avoir une cartographie du réseau au niveau national avec d'autres partenaires au bénéfice des collectivités? Alors, pour De créer répondre un à cette... outil, j'imagine, Alors, qui offrirait ça. Je ne sais pas si je me peut-être fais que la main. Blandine en parlera tout à l'heure. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau des directions régionales, voilà, il faut, nous, on discute avec la collectivité ou le syndicat, peu importe la forme que ça prend. On discute effectivement avec les élus. De notre territoire, de notre bassin, parce qu'effectivement, les sujets d'eau, ça tourne beaucoup autour des bassins. Et donc, effectivement, cette ingénierie-là, elle est là pour les aider. Blandine l'a dit aussi tout à l'heure, il y a beaucoup de transferts de compétences qui vont s'opérer. Donc, il va y avoir beaucoup de questionnements de la part des élus. Et nous, notre rôle, c'est vraiment d'aller à leur rencontre, de discuter avec eux, de les écouter, de voir où sont les besoins pour mettre l'ingénierie là où il faut pour justement les aider à avancer dans leur réflexion. Et peut-être juste en complément, Élodie, du coup, pour pas oublier, je vais oublier le point sinon. Alors effectivement, sur celui spécifiquement des réseaux, c'est une très bonne question. On a travaillé avec l'équipe de Laurence Roux, donc au niveau du siège, avec le pôle data et donc chez moi le lab des territoires, pour justement avoir une analyse par la donnée de sujet du niveau de qualité des réseaux en France. Il faut savoir que la base de données de référence, elle s'appelle 6PA. Globalement, elle est plutôt renseignée par les collectivités qui souhaitent, et pas super bien non plus, qui souhaitent obtenir une subvention des agences de l'eau. Donc, on tient à dire que cette base, on est content qu'elle existe, mais elle n'est pas non plus complètement bien renseignée. Mais c'est déjà une base qui a été analysée, du coup, et croisée avec notre fameux outil Déclic qui vous parlera bien, pour, du coup, pouvoir justement vous aider au niveau des directions régionales à pouvoir cibler les territoires où le réseau serait le plus défaillant. Bon, voilà, après, ça reste un premier niveau d'analyse et on souhaite poursuivre justement et créer un outil d'aide à la connaissance du réseau qui sera plutôt orienté pour les petites et moyennes collectivités, sachant que les plus grosses sont soit souvent en régie, soit en un opérateur de référence que je citais tout à l'heure, et où là, la donnée, malheureusement, est beaucoup moins ouverte. Mais voilà, donc effectivement, ces sujets de connaissance du réseau sont un peu centraux. On continue avec les financements, donc avec vous, Élodie, et les principes, effectivement, des financements de la Banque des Territoires. Alors, si On peut rester sur le slide. Voilà. Voilà. Alors, effectivement, sur cette page, sur la partie haute, en fait, vous trouvez les principales caractéristiques et qui illustrent le caractère universel, en fait, des financements sur fonds d'épargne de la Banque des Territoires. Ça, c'est très important. Donc, une collectivité, qu'elle soit petite ou grande, qu'elle soit dans le nord de la France, dans le sud de la France, qu'elle nous sollicite pour un petit financement ou un gros projet, un gros financement, les collectivités ont accès de manière sur un pied d'égalité au même financement et aux mêmes conditions. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous, Banque des Territoires. Ensuite, sur la partie basse là, de la slide, on a souhaité vous présenter en fait les différentes ressources et notamment les conditions de taux avec lesquelles on travaille. Alors, ce qu'on peut vous indiquer, hein, c'est que l'offre sur fonds d'épargne à destination des collectivités locales s'est considérablement élargie ces dernières années pour répondre aux besoins justement d'investissement des collectivités locales, avec notamment une offre à taux fixe, donc qui est nouvellement disponible, j'ai envie de dire. Par contre, aujourd'hui, on est là pour parler d'eau. Et donc, quand on pense eau, on pense long terme. On a vu tout à l'heure le cycle de l'eau, c'est un grand cycle de l'eau. Et donc, côté financement, il faut aussi penser long terme. Et donc là, il n'y a pas de doute, c'est la ressource livret A qui est la plus adaptée pour financer les investissements des collectivités locales en matière d'eau.
Donc, ce qu'on peut vous dire également, c'est que quand je vous dis qu'on arrive quand même à s'adapter, à adapter notre offre aux besoins, en fait, au début de l'année 2023, la Banque des Territoires a décidé de prendre part en quelque sorte à cet effort d'investissement à réaliser pour accompagner les collectivités locales et on a baissé le taux d'intérêt pour les projets qui contribuent à la transformation écologique et l'eau est un sujet central là-dedans. Donc en fait, on a un financement qui a été abaissé du taux du livret A à plus 0,60 à TLA plus 0,40. Ça, c'est vraiment aujourd'hui un financement qui est hyper intéressant, hyper attractif en termes de taux et il est disponible aussi sur des durées hyper longues. Mais justement, on va regarder l'aquaprêt, le fameux prêt sur mesure. Non, on revient en arrière, s'il vous plaît. Voilà. L'aquaprêt, Élodie, ce produit sur mesure pour les problématiques liées à l'eau. Exactement, donc cet aquaprêt qui entre dans la catégorie transformation écologique est vraiment un prêt qui est designé pour adresser les problématiques de l'eau. Sur cette slide, en fait, je souhaite juste effectivement m'arrêter sur la maturité. Il y a beaucoup de caractéristiques que l'on peut proposer aux collectivités pour faire du sur-mesure, mais aujourd'hui, le sujet principal, c'est la durée. Et c'est la durée longue. Voilà, pour répondre à cette urgence et cette montagne d'investissements qui se dresse devant nous, il faut véritablement aller chercher des financements sur des très longues durées qui peuvent aller de 40 à 60 ans. Alors peut-être que certains d'entre vous peuvent se dire c'est pas bien d'emprunter sur une aussi longue durée, mais en fait c'est l'inverse. Et pour ça, on peut au moins évoquer 4 raisons. La première, c'est que les règles comptables indiquent que c'est plutôt de la bonne gestion que de financer un actif qui dure 40 ans avec un financement qui a la même maturité. Donc, si vous financez un objet qui a une durée de vie de 40 ans ou 50 ans, il faut aller chercher un financement qui a la même maturité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça a été un petit peu évoqué tout à l'heure par Blandine, c'est qu'en France, il y a un principe qui dit que l'eau paye l'eau. Donc, chaque Français consomme de l'eau. Les collectivités locales en fait, perçoivent ces ressources. Donc, souvent, c'est dans un budget bien spécifique. Et donc, ce sont ces ressources qui ont vocation à financer l'investissement. Et donc, pour éviter d'avoir des fluctuations du prix de l'eau, il faut effectivement raisonner sur du long terme et financer ces investissements sur du long terme. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, quand on a des gros investissements à réaliser, parce que là, très fréquemment, en fait, quand on parle d'eau potable, d'une usine d'eau potable, on va le voir tout à l'heure, on n'est pas sur des petits montants, on est sur des gros montants. Donc, effectivement, il faut pouvoir étaler la charge de la dette sur une durée longue. Et le quatrième point, c'est que, effectivement, toujours pareil, quand on a beaucoup d'investissements à réaliser, le premier il faut conserver de la capacité à investir. Non, je vais le dire autrement. Pour conserver de la capacité à investir dans les années futures, il faut étaler la charge de la dette. Vous comprenez bien que si vous faites un gros investissement et que vous l'amortissez sur 15 ans, pendant les 15 ans, ces 15 ans-là, vous n'allez pas pouvoir faire beaucoup d'autres choses. Donc voilà, donc là, j'espère vous avoir convaincu sur les vertus du financement de l'eau avec des financements effectivement de très long terme qu'il convient d'aller chercher. On peut passer peut-être sur le terrain, si vous le voulez bien, Élodie, puisque vous êtes une femme de terrain, voilà, directrice territoriale Ille-et-Vilaine. On va aller sur votre territoire à vous et prendre ce département, prendre la problématique de l'eau à l'échelle de ce département déjà. Oui, alors là, peut-être que les graphiques sont pas très lisibles, mais c'est pas très grave parce que l'idée, c'était vraiment juste d'apprécier les grandes masses. Donc, effectivement, là, les exemples, on est en Bretagne, on est sur le département de l'Ille-et-Vilaine. L'Ille-et-Vilaine, c'est 1,1 million d'habitants avec un horizon 2030 pas loin de 1,2 million habitants, donc un territoire extrêmement dynamique. Le premier graphique en haut à gauche, en fait, présente le rendement des réseaux. Le rendement des réseaux, c'est quand on a une canalisation, quand on injecte 100 litres d'eau à l'autre extrémité du réseau, combien est-ce qu'on retrouve de litres d'eau? La moyenne nationale, c'est 80%.
Donc, rendez-vous C'est bien ce qu'on compte. disait, les 20% qu'on perd, c'est ce qu'on disait tout à Voilà. l'heure. Ouais. Voilà. Et donc, pour un territoire comme l'Ille-et-Vilaine, ce sont chaque année 7,5 millions de mètres cubes qui sont perdus au travers des fuites. Mhm. Sur le graphique à droite, c'est l'âge de pause des réseaux d'eau en Ille-et-Vilaine. Vous voyez bien, ici, on a un pic entre les années 70-80. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le réseau, il a presque 50 ans d'âge et que le pic de renouvellement, il est très prochainement. Et puis le dernier graphique, celui qui se trouve tout en bas, en fait, ça, c'est la valeur à neuf du patrimoine. Et donc là, on voit très clairement que les réseaux, donc la partie verte et la partie orange, les branchements qui sont raccordés au réseau, ça pèse 75% des investissements qui sont réalisés. Donc ça veut dire qu'effectivement, les réseaux, c'est vraiment un patrimoine qui est invisible parce qu'il est sous terre, il est sous nos pieds et qu'il est très abîmé, qu'il y a beaucoup de fuites et que c'est le plus important en euros, entre guillemets, d'où les problématiques à penser au financement dans les prochaines années. Et le moins bien cartographié en plus, sans doute. Exactement. Puisqu'on revient à cette connaissance des réseaux. Donc pour la problématique, vous vouliez peut-être ajouter quelque chose, pardon, je vous ai peut-être coupé. Non. Mais avançons sur des projets. Vous nous avez prévu quelques projets pour nous montrer comment on passe de la problématique au tuyau, j'ai envie de dire. Oui, alors effectivement, 2 illustrations, une sur les réseaux et puis une sur les infrastructures. Donc là, le projet qui vous est présenté ici, c'est en fait une canalisation, alors qui au total fait, je crois, pas loin de 90 km. Donc nous, là, on a apporté un financement pour en financer à peu près 60. Donc là, l'idée de ce projet-là, c'est de relier en fait une usine d'eau potable de Rennes à une autre usine et un barrage qui se situe au sud du département d'Ille-et-Vilaine et à la jonction du département du Morbihan et de la Loire-Atlantique. Donc là, c'est quand même un chantier assez énorme. Donc l'objectif de ce projet-là, on le dit depuis le début, hein, c'est sécuriser l'approvisionnement en eau. Et donc là, dans ce projet, en fait, l'eau, elle peut circuler dans les deux sens. Demain, elle pourra circuler dans les deux sens. Donc effectivement, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais en Bretagne, en fait, on a très peu de nappes souterraines. On a beaucoup d'eau de surface, donc des barrages, on prend l'eau dans les rivières. Et c'est vrai que voilà, de faire circuler l'eau dans les deux sens, ça permet d'aller remplir des barrages à certains endroits, voilà, pour prévoir effectivement des épisodes de sécheresse. Là, ce qu'on peut dire, donc, c'est 11 000 tuyaux qui ont été fabriqués donc, à Pont-à-Mousson dans l'est de la France, qui sont arrivés dans le sud du département via 27 trains, je le mentionne, parce que c'était quand même un truc un peu énorme. Là, le coût du projet, c'était, je crois, 54 millions d'euros d'investissement. On peut passer peut-être à la page d'après. Donc, 54 millions d'investissement. Et donc là, la Banque des Territoires en a financé la moitié avec donc effectivement un aquaprêt avec d'un montant de 20 millions d'euros, 3 lignes de prêt. Et donc là, on est allé sur une durée de 40 ans. Le syndicat à qui on a prêté, franchement, il aurait pu aller un peu plus. Mais bon, voilà, ça illustre quand même là la frilosité en fait des élus à aller sur des durées plus longues. C'est vrai que tous les élus ne sont pas aussi avertis les uns que les autres. Et puis peut-être le second sujet, enfin le second exemple. Donc là, en fait, on est toujours donc, dans le département d'Ille-et-Vilaine, on est plutôt au nord, du côté de Fougères. Donc là, on est sur la reconstruction en fait d'une nouvelle usine d'eau potable. Donc là, on est sur un syndicat qui est compétent pour la production et la distribution d'eau potable. Ce syndicat-là, en fait, produit plus de 5 000, cette usine-là produit plus de 5 millions de mètres cubes d'eau par an pour une population de 80 000 habitants. Et donc là, l'usine actuelle, en fait, est vraiment en bout de vie. Le président du syndicat nous disait qu'il y avait encore des pompes qui dataient des années 50 dans l'usine. Donc là, c'est une reconstruction sur un nouveau site avec une usine
qui est plus moderne. Alors, sachez que les usines d'eau potable, comme ça, c'est très consommateur d'énergie. Donc, c'est vrai que reconstruire une usine moderne, ça permettra de consommer moins d'énergie. Ça permettra d'avoir un coût du traitement de l'eau qui sera plus faible. Il y aura moins de fuite d'eau. Et puis, dans ces nouvelles usines, on pense aussi réutilisation de l'eau, parce que dans les process, on a aussi besoin de l'eau au-delà de l'eau à distribuer. Et donc, voilà, avec un système de réutilisation de l'eau. Donc là, c'est un projet qui porte sur 22 millions d'euros d'investissement. La Banque des Territoires finance 100% de la partie investissement, parce qu'il y a des études à réaliser, enfin, qui ont d'ores et déjà été réalisées. Et donc là, on a fait, on va signer, enfin, il n'est pas encore signé ce prêt, mais on devrait le signer à l'occasion du congrès des maires. Il y a 2 lignes de prêt, une ligne de 10 millions sur les ouvrages amortis sur 40 ans et une ligne de 9 millions sur le process. Voilà, on adapte la durée de vie, enfin la durée du financement à la durée de vie de l'actif. Et donc sur les process, effectivement, là, on leur prête sur 25 ans. On a une question de Fabien. Est-ce que ces projets comportent un volet turbinage hydroélectricité? Non, parce que là, en fait, il n'y a pas de barrage. Enfin, là, c'est vraiment de l'eau qui est captée. Pas sur ce projet-là. Je pense que c'est des choses qui doivent pouvoir exister, mais il faut, voilà, il faut probablement qu'il y ait un barrage à côté pour pouvoir penser aussi production peut-être d'électricité. Bon, là, on est sur des prêts et des projets de plusieurs dizaines de millions d'euros. On a aussi, vous assurez aussi l'accompagnement de plus petits projets auprès de, non pas de syndicats mixtes, mais de communes. On peut en voir quelques-uns sur le slide suivant. Oui, effectivement. Alors souvent, les collectivités locales se regroupent en syndicats pour porter justement de gros investissements tels qu'une usine ou voilà, des grosses canalisations d'envergure départementale, comme on l'évoquait à l'instant. Après, effectivement, sur les sujets d'assainissement, là, on est plutôt au niveau communal sur des petites collectivités. Et effectivement, moi, j'aime à dire que voilà, c'est la banque de tous les territoires. On met souvent en visibilité les très gros projets, mais voilà, effectivement, au quotidien, on fait beaucoup de petits prêts pour des petites collectivités. Et comme je le disais au début, les caractéristiques sont les mêmes. Donc voilà, donc sur cette slide-là, vous voyez, on peut faire des prêts sur la commune de Rimou. Je vais prendre cet exemple-là. C'est une commune, il y a 400 habitants. Bon, bah voilà, il y a 400 habitants, mais il faut quand même un réseau collectif d'assainissement et il faut que la collectivité, elle finance ces investissements-là. Donc là, on a fait un prêt de 106 000 euros sur 60 ans. Donc voilà, donc c'est toutes les collectivités et tous les projets qu'on regarde de la même manière. Merci beaucoup, Élodie, pour ce point de vue hyper pratique, vraiment ancré sur le terrain et cet accompagnement qu'on voit. On voit l'adaptation du produit financier, du prêt à ces problématiques et surtout le fait qu'il est adaptable à de grands comme de petits projets. Blandine, on a évoqué plus haut cette offre d'accompagnement de bout en bout des collectivités qui est une nécessité aujourd'hui sur ces problématiques liées à la gestion de l'eau et vous avez travaillé particulièrement sur cet accompagnement avec cette offre Aquagir dont vous allez nous parler tout de suite. Oui, tout à fait. En termes de timing, pardon, on arrête à 15 heures, hein, c'est ça, il faut que je fasse assez court. On arrête à 15 heures. Je vous propose 10 minutes. On se dit 10 minutes. C'est parfait. Donc, alors effectivement, je m'adapte en fonction du. Donc, on a travaillé depuis février 2022 en fait avec les partenaires qui étaient présents sur le slide précédent. Donc, l'ANEB, l'Association nationale des élus de bassin, le BRGM, le Cercle français de l'eau, l'Union des industriels de l'eau et France Water Team. Ce qui se cache derrière l'UIE, c'est les 3 grands opérateurs, donc Suez, Veolia et Lassor. On a travaillé avec eux directement parce qu'on souhaitait justement poser ces constats qu'on a vus tout à l'heure de problématiques rencontrées par les collectivités sur ce sujet de l'eau. Notre sujet, c'était vraiment de traiter le parcours de la collectivité justement de bout en bout sur ce sujet de l'eau. Et on a donc sur le slide suivant vu que les collectivités, comme on l'a dit beaucoup, sont confrontées à un grand nombre de problématiques. Donc voilà, super. Je ne reviendrai pas sur le GFL, la culturation, déficit d'expertise, etc., complexité des montages dont on a beaucoup
beaucoup parlé, et également, comme je le disais un petit peu avant, finalement de complexité un peu masquée du marché. Du coup, ça revient sur ce sujet du pourquoi plus faible investissement, puisque voilà, il y a ces 3 opérateurs principaux, et puis qui cachent quand même derrière une multitude d'acteurs qui interviennent sur ce sujet de l'eau globalement, et qui sont de plus en plus nombreux à intervenir, bien sûr, parce qu'on sent que ce sujet gagne en importance, et qui sont plus ou moins innovantes. Et donc, par rapport à ce constat de complexité, finalement, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment détourer les grandes étapes par lesquelles passe une collectivité sur ce sujet de l'eau. Donc, sur le slide suivant, on voit du coup ces différentes étapes. Et ce que j'aime bien du coup sur ce visuel, voilà, c'est que ce qu'on a voulu, c'est vraiment simplifier ces différentes étapes du parcours. Donc, de l'étape 1 à l'étape 6. Alors, il faut vous dire qu'au démarrage, on commençait à l'étape 2. Avec les partenaires, on s'était dit, bah oui, au démarrage, bien sûr, on a le sujet de l'eau, donc on s'inspire d'autres projets. Moi, élu, je vais voir ce que font d'autres élus dans leur territoire. Et en fait, il y a un enjeu important à repositionner un petit 1, qui est celui de la mise à l'agenda. C'est-à-dire, l'élu en tant que tel va se dire que le sujet de l'eau est prioritaire dans son mandat. On l'a dit pour plein de raisons, c'est pas forcément une évidence. C'est un sujet qui est complexe à traiter pour un élu, de par la connaissance, voilà, toutes les problématiques que ça engendre. On l'a dit un peu plus tôt. Donc, il y a une problématique de mise à l'agenda, ensuite d'inspiration, de bien connaître quels sont les projets qui sont faits dans d'autres territoires, de mieux maîtriser les compétences, de mieux comprendre le sujet, de diagnostiquer, on l'a vu, comment le sujet voilà, est plus ou moins présent sur le territoire. Est-ce que j'ai, par exemple, une nappe? Est-ce que j'ai des eaux profondes qui sont présentes? Quelles sont les eaux de surface, etc. De bien prioriser les sujets. On l'a vu, il y a beaucoup de sujets de tuyaux, il y a aussi des sujets de sécurisation de la ressource, de désimperméabilisation des sols, etc. Un sujet de financement et puis un sujet de mise en œuvre. Et j'aime bien ce slide parce qu'on voit qu'il y a ces différentes étapes, et pourtant, je tiens à le redire, parce qu'on me pose souvent la question, non, il n'est pas exhaustif, il peut tout à fait manquer des acteurs sur ce slide. On voit bien qu'il y a une foultitude d'acteurs qui répondent à ces différentes étapes. Et on voit également que la Banque des Territoires, certes, est présente, et on est complètement d'accord, on est là depuis 2019, notamment avec l'Aquaprêt et avec tout l'accompagnement de nos directions régionales, mais on n'est qu'un élément, en fait, de cet accompagnement des collectivités. Et c'est cela qui a amené, en fait, à la création du collectif Aquagir avec ses partenaires. Non, c'est bon, sur le slide suivant, il n'y a pas de souci. Avec ses partenaires donc, que j'ai cités, avec cette ambition, avant même, en fait, de parler même du sujet du site Internet dont je vais vous parler juste après, c'est déjà de se dire on va adresser collectivement ce sujet de l'eau. Donc, l'ensemble de ces acteurs, on va du coup adresser ce sujet et veiller à vraiment accompagner le mieux possible les collectivités. Donc ça s'incarne notamment dans un site internet, mais on a aussi toute une action de création d'outils de sensibilisation dont on vous parlera ultérieurement, qui sont encore en création, pour justement pouvoir mieux sensibiliser les élus à ce sujet de l'eau, favoriser aussi le dialogue dans les territoires, puisqu'on a vu, on n'en a pas encore beaucoup parlé aujourd'hui, mais il y a des sujets de tension extrême en fait dans les territoires sur ce sujet de l'eau, hein, autour par exemple des méga-bassines pour ne pas les citer. Et donc, mais plus concrètement, ça s'incarne là, et depuis le 3 juillet, on a lancé un site qui s'appelle aquagir.fr avec un ensemble à la fois de contenus pédagogiques, de retours d'expérience de pairs. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment des pairs qui parlent à leurs pairs, c'est-à-dire des collectivités qui parlent à d'autres collectivités, pour leur présenter la manière dont ils ont monté leur projet, de la mise à l'agenda jusqu'à la mise en œuvre. En reprenant ces différentes étapes, on a un ensemble de propositions de financement qui sont présentes, dont je parlerai juste après, et une place de marché, pareil, j'y reviendrai après. Avec ce site internet, on a une plateforme d'assistance. Donc, les collectivités peuvent à tout moment de leur parcours sur leur site nous contacter pour avoir des réponses plus précises sur un sujet en particulier, parce que c'est vraiment ça, en fait, dont on s'est rendu compte, c'est que, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais tout ça, c'est vraiment orienté pour nous aider, Banque des Territoires, évidemment, à déployer nos offres de financement. Et en fait, on se rend compte que des collectivités peuvent avoir à une étape du parcours, en fait, juste une problématique de réponse à leurs questions. Par exemple, je veux récupérer l'eau de pluie dans mon territoire. Eh bien, qu'est-ce que sont les récupérateurs d'eau de pluie? Comment je m'organise sur le sujet? Quelle est la réglementation en cours? Finalement, elles peuvent rester très longtemps sur des problématiques auxquelles on peut leur apporter un premier niveau de réponse simple et puis les amener à les contacter un acteur plus spécialiste sur ce sujet. Et bien sûr, sur l'ensemble, ce que je n'ai pas dit non plus encore, mais l'ensemble des dispositifs traitent de l'ensemble des sujets liés à l'eau, comme l'indiquait Élodie. Au-delà du petit cycle, il y a le grand cycle. Et il y a aussi le sujet de la gestion des risques, dont on a moins parlé, notamment pollution et aussi lutte contre les incendies, qui est pris en compte dans ce dispositif Aquagir. Et donc concrètement,
C'est sur le Ça slide donne suivant. bon. Voilà, pardon, j'essaye de faire plus vite, Héloïse. Bien sûr, allez-y. Ça s'incarne dans un site internet. Et merci pour la remarque. Effectivement, on essaye d'être le plus concret et précis possible. Donc, avec ces retours d'expérience, on s'appuie sur des journalistes qui vont faire des interviews avec des élus pour vraiment qu'ils nous expliquent la manière dont ils prennent les projets de bout en bout. La plateforme d'assistance, j'en ai parlé. Et donc, il y a toute cette dimension en fait de place de marché parce que ce que les élus indiquent, c'est avec quels acteurs ils ont porté leur projet. Et donc, dans Aquagir, on va trouver l'ensemble en fait des acteurs du secteur de l'eau qui sont référencés. Alors, à la fois public et privé, il y a beaucoup d'aides publiques. Par exemple, les départements fournissent un certain nombre d'aides et d'accompagnement aux collectivités. Elles sont référencées. Ces offres-là et donc à la fois place de marché et également moteur de recherche de financement. Alors là, on peut saluer un acteur de référence sur le sujet qui est Aide Territoire, pour ceux qui connaissent, qui est une start-up d'État qui référence en fait l'ensemble des aides et subventions qui sont dédiées au secteur public, à l'ensemble des politiques publiques. Nous, on a bien sûr extrait uniquement les aides et les subventions qui concernent le secteur de l'eau, donc on a plus de 500 aides et subventions qui sont référencées et qui permettent du coup d'avoir un point d'entrée unique sur l'ensemble de ces financements disponibles pour les collectivités. Donc voilà, donc dire que le site est complètement opérationnel, qu'il est en ligne et qu'on pousse au fait référencement maximum des offreurs sur la place de marché pour que eh bien, les collectivités trouvent évidemment le maximum de réponses et également de retours d'expérience. Et je terminerai par un point pour ne pas oublier. On a lancé d'abord ce dispositif sur 3 régions test pilotes que sont Hauts-de-France, Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine et une mention spéciale pour les Hauts-de-France parce qu'on est beaucoup en démonstration, en présentation, notamment depuis la semaine dernière. Et un grand merci à eux parce qu'on est très bien accompagnés avec l'ADR sur ce déploiement d'Aquagir et également avec les 2 autres, donc Centre-Val de Loire et Nouvelle-Aquitaine, voilà, avec lesquels on engrange en fait le plus de retours d'expérience, le plus d'offreurs pour que ce soit le plus concret possible pour les collectivités concernées. Merci Blandine, bravo. J'essaye de... Très efficace. Alors, ce que je vous propose, si vous avez des questions, posez-les dès maintenant. Je vais vous toucher un mot pendant le temps que ces questions arrivent de notre temps fort commercial maintenant que vous êtes familier avec l'offre. L'enjeu maintenant, ça va être de faire connaître cette offre à nos clients. Donc, il y a une campagne publicitaire qui est déjà en cours et elle va se prolonger jusqu'à la fin novembre avec pour cible les élus locaux, bien sûr, et les leaders d'opinion avec 2 niveaux de message. En fait, le premier, c'est tout simplement d'identifier la Banque des Territoires comme un partenaire qui a une offre très adaptée à leur problématique de gestion de l'eau, qui est un interlocuteur. Voilà, un message très très simple, mais qu'il faut ressasser. Puis ensuite, un second niveau qui va un petit peu plus loin dans notre offre de financement et d'accompagnement. Ça donne quoi? Ça donne 5 publicités différentes. Une publicité dite générique, donc pour identifier effectivement notre rôle de partenaire privilégié en matière de problématiques d'eau, et puis 4 publicités avec des thématiques que sont la qualité de l'eau potable, l'assainissement de l'eau et la gestion des eaux pluviales. Le plan média qui a été défini pour cette campagne, il inclut la presse papier, la radio et bien entendu le digital. On a en presse 3 catégories de médias qui ont été définies en fonction des publics ciblés. Vous les voyez sous vos yeux. Non, c'est juste à... attendez, voilà, presse professionnelle, presse locale, presse nationale, en fonction de l'affinité des cibles. Hein, on a les élus locaux et les leaders d'opinion. Tout ça se croise bien sûr au niveau des PQR et du Parisien aujourd'hui en France. En numérique, on a des contenus, donc vous allez le voir, on peut avancer, qui sont donc adaptés en fait. Oui, alors là, voilà, pareil, excusez-moi, on est toujours sur la presse papier. Voilà, la diffusion élue, diffusion locale et diffusion nationale, ça effectivement, c'est pour toucher aux différents niveaux. En numérique, on a également 3 types de contenus qui sont adaptés en fonction de la spécialisation des médias, hein, même principe, avec une diffusion sur des sites d'actu locales et puis la presse professionnelle des élus et également une presse qui est très lue
par beaucoup de décideurs, hein, Le Monde, Le Figaro, Les Échos, Libération, qui permet également de renforcer le message. Et puis enfin, parce que la pub, c'est jamais un média seul, hein, on est toujours à la croisée de plusieurs faisceaux, c'est comme ça que le message entre, et puis s'il entre par les oreilles, c'est pas mal aussi. Un peu de radio avec France Inter, qui est la première radio de France. Donc voilà, on a pris les options sur des spots, sur en plus les gros carrefours d'audience qui sont, hein, la courbe de radio, ça fait ça, et ça remonte en fin de journée. Donc c'est la matinale, les gros points, puis ce qu'on appelle le drive, c'est-à-dire le 17h-20h, juste avant que les gens ne basculent sur un autre contenu, et notamment sur le journal de 20h. Voilà, vous avez également tous les contacts, les spots entendus en moyenne pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin dans les chiffres. Je regarde les questions que vous nous avez posées, qui sont tombées. D'abord, on a beaucoup de retours sur le site Aquagir. On a Véronique qui nous rappelle que Aquagir a un corner et une présence sur la SMCL 23 le mercredi 22 novembre au matin. Blandine, vous dites oui. Ah, on est très contents. Merci beaucoup, Véronique. On est présent au Salon des maires. Merci beaucoup. Pourra-t-on être dessinateur du PowerPoint, parce que je crois que je vais être amenée à travailler sur un financement destiné à une régie municipale de l'eau, nous dit Alain. Oui, absolument. Le PowerPoint va être disponible sur le lien que vous voyez apparaître sur la plateforme C'est Fort de Café. C'est là aussi où vous pourrez réécouter à volonté le podcast et re-regarder ce café de la Banque des Territoires. Alors, on a un autre petit mot de Laurent, je le découvre avec vous. En appui à cette nécessité de mobiliser les collectivités locales sur les sujets eau et assainissement, l'édition 2023 du baromètre besoins prioritaires des collectivités révélait que seulement 25% de ces projets concernaient l'eau et l'assainissement, en baisse par rapport à 2021. Derrière REBP, derrière l'aménagement urbain, l'énergie, l'adaptation au changement climatique, qui peut aussi, voilà, il y a des projets qui sont transversaux aussi dans ces sujets-là. Méthodologie, 853 interviews d'élus, de présidents, de directeurs, de 752 de communes. Voilà, vous avez 101 EPCI. Peut-être qu'on peut, Blandine, moi j'avais envie de vous donner le mot de la fin sur cette émission, sur ce café, parce qu'effectivement, là, on voit la priorité qui est donnée peut-être en baisse, hein, à ces investissements sur l'eau. Pour vous, c'est une priorité qu'il faut réaffirmer, et qu'on a peut-être aussi un rôle de sensibilisation, une problématique qu'il faut qu'on s'approprie de manière entière, cette problématique de l'eau. Je pense effectivement, pour la Banque des Territoires, c'est quand même vraiment une priorité qui est fortement réaffirmée. C'est une mesure phare sur laquelle on a une action qui est beaucoup plus intensive encore. Donc, et puis, on est présent depuis 2019 avec l'Aquapred. Donc, vraiment, c'est un sujet très important. Mais effectivement, si j'ai un message en conclusion, le premier, c'est que ce sujet de l'eau, il faut qu'on le prenne en compte en fait dans l'ensemble de nos sujets. C'est un sujet transverse de politique publique. C'est aussi un sujet transverse pour nos projets. Bertrand, si tu es toujours en ligne, je pense au sujet de très haut débit. C'est super qu'on fibre jusqu'au dernier kilomètre, au dernier mètre. Il faut encore qu'il y ait de l'eau dans ces territoires. Voilà, pour donner un peu la mesure. Mais c'est la même chose pour les usines. Quand on va créer des usines, c'est très consommateur d'eau. C'est super de réindustrialiser. Il faut prendre en compte. Il faut prendre la mesure de l'eau qui est embarquée dans ces projets-là. Et je veux quand même rester positive dans la tonalité. Il y a beaucoup de beaux projets. On en met en ligne, en fait, un peu partout, et notamment dans Aquagir, en termes de projets vertueux dans les territoires. Il y a notamment des projets à Agrialim, et on en a beaucoup. On en parle souvent avec Linda Reboux, que je salue également, avec des beaux nouveaux modèles concrets là-dessus. Donc, je veux le dire, on a beaucoup de projets positifs sur ce sujet de la ressource en eau. Et puis, dernier point, effectivement, ça, c'est le gros message. L'eau est vraiment l'affaire de tous. Et je crois que si on a un seul mot à retenir, c'est vraiment le sujet de la sobriété en eau, que ce soit dans nos projets, mais que ce soit aussi dans notre quotidien. Chacun, on peut avoir ces petits gestes du quotidien, de fermer son robinet quand on se lave les dents. Pardon, c'était toujours un peu mon exemple, mais voilà, c'est des petits gestes aussi simples que ça, d'éduquer nos enfants à l'enjeu de cette ressource extrêmement précieuse, parce que ce sera, on le sait, demain, la
la guerre en fait sur cette ressource-là, qui est vraiment notre ressource vitale et qui est une ressource qui est indispensable dans certains pays. Et je parlais tout à l'heure de l'eau cachée dans la mode. Quand vous achetez par exemple un jean qui est fabriqué au Bangladesh, on consomme cette eau-là chez eux, en fait. Donc voilà, donc consommons local, mais surtout consommons très raisonnablement, voilà, pour au maximum économiser cette ressource très précieuse. Voilà, pour vous aider, la durée d'une douche, eh bien, c'est une chanson. Voilà, maximum. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous. Blandine Calcio-Godino, vous êtes directrice du pôle écosystème et innovation, département du digital. Élodie Fréfield, un grand merci pour avoir rendu concret ces projets qu'accompagne la Banque des Territoires. Vous êtes directrice territoriale Ille-et-Vilaine. Je vous le disais, vous retrouvez le replay et également la présentation de ce café de la Banque des Territoires sur la plateforme C'est fort de café de la Banque des Territoires. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi. On se dit à très bientôt pour un nouveau café de la Banque des Territoires. Merci beaucoup. Bonne journée.